Donc, bonjour, merci d'être là. Je suis effectivement étudiante à l'UQAM, à la maîtrise en droit. Je suis co-dirigée par Dalia Gervais-Tecto et Hugo Asselin. Donc, dans le cadre de ma maîtrise, je m'intéresse au rapport que les salariés autochtones entretiennent avec le droit du travail, donc avec le droit dans le cadre de leur travail. J'ai établi des liens avec deux communautés autochtones de la nation Anishinaabe. Donc, les Anishinaabe sont un des 11 peuples autochtones au Québec et occupent un vaste territoire qui inclut l'Abitibi-Témiscamingue. Tout à l'heure, je vais vous présenter une carte pour vous situer plus géographiquement. J'ai travaillé plus spécifiquement avec deux entreprises détenues par des intérêts Anishinaabe qui ont des activités dans un secteur spécifique, donc dans le secteur forestier. Je me suis concentrée plus spécifiquement encore sur le débroussaillage, qui est un travail qui se fait en forêt et qui consiste là, à couper avec une scie débroussailleuse comme celle-ci la végétation qui fait compétition aux arbres à potentiel commercial et donc qui vont être récoltés. Okay? Voici ma méthode. Donc, pour ma présentation, j'ai choisi de plutôt me coller au thème du colloque et de montrer donc en quoi le modèle d'organisation du travail qui est mis en place par les entreprises dans le secteur forestier s'est révélé être une forme d'expérimentation que je dirais organisationnelle, mais qui a quand même des liens institutionnels. Bref, pour les gens qui sont familiers là, avec le cadre du crime, c'est un peu là-dessus que j'ai essayé de me coller. Puis, deuxièmement, en quoi donc cette expérimentation-là nous permet de réfléchir aux trois dimensions de l'amélioration du travail. Donc, je vais d'abord présenter le secteur, puis les entreprises dans lesquelles les salariés avec lesquels j'ai travaillé s'insèrent. Donc, le secteur au Québec, la foresterie est un secteur économique névralgique. Donc, l'aménagement de la forêt publique constitue donc 92% du territoire forestier, relève de l'État. Donc, il y a un ministère qui est responsable de la planification des activités d'aménagement, y compris donc des activités de débroussaillage, mais qui est aussi responsable de l'attribution des contrats aux entreprises. Donc, ce qui est ressorti de mon projet, c'est qu'il y a des mécanismes d'attribution de contrats destinés aux communautés autochtones qui ont été mis en place par le ministère pour encourager le développement économique au sein des communautés. Donc, ce mécanisme-là répond à la fois à des impératifs politiques en lien avec le partage des ressources et de la gestion des ressources forestières avec les communautés autochtones qui peuplent ce territoire-là, mais aussi à des besoins criants de main-d'œuvre dans le secteur forestier. Donc, les deux entreprises avec lesquelles j'ai collaboré ont eu recours à ces mécanismes spécifiques-là d'attribution de contrats. Donc, maintenant, les entreprises. Donc, ce sont deux coopératives qui sont détenues par des membres des communautés. Donc, et là, je vous avais promis une carte, la voici. Donc, il y a d'abord la coopérative de solidarité de Picogan, qui est située dans la communauté de Picogan, donc, et qui est à proximité, elle, d'un centre urbain. Et on a aussi j'ai travaillé aussi, avec la coopérative de solidarité Wenishech, qui, elle, est dans la communauté de Kitchutakic et qui est située plutôt en milieu forestier, donc qui est très éloignée finalement des centres urbains. Donc, donc plusieurs caractéristiques distinguent évidemment les deux entreprises, mais ce qui est ressorti dans les deux cas, c'est que les coopératives ont pour principal objectif la création d'emplois de qualité et le développement des capacités des membres des communautés dans lesquelles elles se trouvent. Donc, c'est vraiment autour de ça que se sont structurées les activités des coopératives. Dans une des deux coopératives, toutes les personnes sont membres de la communauté, sont Anishinaabe, alors que dans l'autre, la vaste majorité, bref, sont Anishinaabe aussi. Et la personne qui supervise les travaux, donc le contremaître, est aussi membre de la communauté ou sinon autochtone.
Ces deux entreprises-là correspondent aussi à la définition de Peredo et Chrisman d'entreprises basées dans les communautés. Donc, ce qui signifie, donc, dans leur définition, qu'elles ont identifié une opportunité de marché et se sont organisées de manière à y répondre. Et elles le font en utilisant la structure sociale existante de la communauté comme moyen d'organiser ces activités-là. Je vais pas avoir beaucoup de temps pour développer là-dessus, mais sachez-le. Donc, de là découle justement une organisation singulière du travail. Ce cas, en fait, d'expérimentation dans le secteur forestier a-t-il contribué à l'amélioration du travail pour les salariés à Anishinaabe? Donc, est-ce que la structure des entreprises a permis, un, d'augmenter l'autonomie des salariés, deux, de diminuer les risques liés au travail, et trois, au travail de débroussaillage, là, donc c'est quand même campé dans un secteur en particulier, et trois, donc, de favoriser l'expressivité des salariés. Pour les fins de ma présentation, je vais me concentrer sur une condition de travail en particulier qui est une condition de travail qui est structurante dans le secteur, la rémunération à la production. Donc, premièrement, le mode de rémunération à la production est une composante essentielle de l'autonomie des salariés par rapport à leur travail. Je vais vous expliquer un peu. Contrairement à un taux horaire, donc, qui se base sur une référence au temps pour mesurer la prestation de travail, la rémunération des salariés repose sur la quantité de travail réalisé, donc concrètement sur la superficie débroussaillée, ici en hectares. Les salariés rencontrés considèrent qu'une rémunération à la production est plus rentable qu'une rémunération à l'heure, dans la mesure où le temps de travail n'est pas aussi rigide. Donc, je vais citer un travailleur. Donc, j'ouvre les guillemets. Puis, dans le fond, bon, t'aimes ça travailler dans le bois? Je pose la question. Le travailleur répond, ouais, je m'y plais très bien, vu qu'il n'y a personne pour me pousser, puis c'est moi qui fais mon revenu, puis je me sens à l'aise dans le bois. C'est mon rendement qui fait que je suis payée. Je peux dormir dans mon terrain si je veux, et le seul à qui je vais en vouloir, ben, c'est à moi. Ça, j'aime mieux ça comme ça. Je ferme la station. Donc, si la rémunération à la production procure un sentiment d'autonomie aux salariés, par le contrôle qu'ils et elles vont avoir sur l'organisation du temps de travail et sur leur niveau de rémunération, c'est surtout la manière dont le travail est supervisé qui va vraiment influencer ce rapport-là au temps. Donc, les pratiques de la personne qui supervise le travail dans une des deux coopératives, là, qui est elle aussi à Anishinaabe, sont révélatrices à cet égard. Donc, j'ouvre les guillemets. C'est moi, je me dis, c'est lui le pire. S'il veut niaiser dans Vanette, ben qu'il niaise, là. Mais tu sais, il veut le voir à sa paye. Mais je ne suis pas pour lui dire, tu sais, si tu y vas pas, on te met dehors. C'est sûr que je ne suis pas là pour me faire des amis non plus, là, en tant que boss, là. Mais la plupart des débroussailleurs qui débroussaillent, c'est pas tout le temps que ça arrive, là, que je te dis là. Je ferme les guillemets. Je ne sais pas si ça donne quoi la traduction, mais pas grave. Donc, cette autonomie qui découle du secteur forestier, je tiens quand même à le dire, donc ce n'est pas non plus un emploi qui est en usine, donc dans un contexte de travail très structuré, est renforcée donc par la relation de confiance entre les parties et par les objectifs des entreprises qui sont avant tout la création d'emplois de qualité pour les membres des communautés. Donc, ça change la relation entre la personne qui représente l'employeur et les salariés. Donc, deuxièmement, le travail de débroussaillage comporte d'importants risques économiques. Malgré l'autonomie que procure une rémunération à la production en forêt, il y a plusieurs contraintes qui vont limiter le temps disponible pour débroussailler. Donc, une de ces contraintes-là, c'est la condition des sites. Donc, plus un site est sale, c'est-à-dire que plus la densité de la végétation qu'il faut couper est élevée, plus ça prend de temps pour débroussailler 1 hectare. Donc, pour atteindre une certaine rémunération, et donc, la rémunération qui va être obtenue si le site est sale va être moins élevée. Bref, vous comprenez le principe. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les contrats qui sont attribués aux entreprises leur octroient différents secteurs. Dans un secteur, il va y avoir plusieurs sites et tous les sites vont être rémunérés par secteur au même taux. Donc, pour la superficie débroussaillée, peu importe
leurs conditions. Donc, que ce soit plus difficile, moins difficile, que ça prenne plus ou moins de temps, ça va être le même taux. Donc, comme l'explique ce débroussailleur que je vais citer, dans un contexte où c'est le ministère qui va déterminer la valeur des secteurs, il n'y a aucun mécanisme qui permet que l'évaluation qui va être faite par les salariés du site à débroussailler soit prise en compte pour ajuster leur rémunération. Donc, j'ouvre les guillemets, je lui demande, toi, la rémunération à la production, comment tu trouves ça? Le travailleur répond, c'est bon dans certains cas. C'est juste qu'il y a des sites qui sont mal évalués, c'est sûr. Quand ils font leur parcelle de qualité ou de densité, ça ne reflète pas vraiment le terrain qu'on a. Là, parce que moi, je sais en réalité, là, quand ils disent c'est tant de tiges, donc tant d'arbres, à l'hectare, puis moi, j'arrive là-dedans, c'est vraiment plus sale, ben si c'est moi qui pogne cette partie-là, que l'autre, il y a du beau à côté, c'est comme pas fair non plus. Mais en même temps, ça fait partie de la game, comme je ferme les limites. Donc, pour compenser pour la saleté des sites qui doivent être débroussaillés, les salariés vont s'en remettre à la relation justement qu'ils et elles ont avec la personne qui est chargée de la supervision du travail. Donc, ça m'amène à la troisième dimension de l'amélioration du travail, la question de l'expressivité des salariés. Donc, pour compenser pour la saleté des sites, les salariés vont agir sur ce sur quoi l'entreprise a du contrôle, c'est-à-dire l'attribution aux salariés des sites à débroussailler. Donc, habituellement, ça se fait de manière aléatoire. Donc, chacun prend un site, puis ensuite, la personne va faire le suivant, etc., etc. Quand un WIN salarié se retrouve face à plusieurs sites sales, donc ça fait plusieurs sites qui ne lui permettent pas d'atteindre un bon rendement, la personne va aller voir le contremaître, donc la personne qui va être responsable de l'organisation du travail, et le contremaître va s'assurer à ce moment-là de lui trouver un site dont les conditions, finalement, vont lui permettre d'avoir un meilleur rendement. Donc, d'ajuster la rémunération qu'il va avoir pour sa semaine, par exemple. Donc, les salariés, parfait, s'en remettent vraiment à la bonne relation qu'ils et elles ont avec le contremaître et au fait qu'ils et elles vont être compris par cette personne-là. Parce que ce qui ressort de mes entretiens avec les salariés à Anishinabek, c'est vraiment que leur identification, en fait, c'est qu'ils et elles s'identifient à l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Le fait que ce sont des entreprises qui sont basées dans les communautés, ça leur permet de travailler donc entre autochtones et ça a pour effet qu'ils et elles se sentent plus à l'aise. Donc, les salariés partagent une façon de voir les choses et disent mieux se comprendre. Donc, ça, c'est une chose. Mais le modèle coopératif, donc le fait que ce soit des coopératives, c'est aussi ressorti comme une source d'identification pour les salariés. Donc, ce modèle-là est perçu par les salariés, puis là, j'avais des diapos, comme un modèle qui est plus rassembleur. Donc, un des travailleurs m'a dit justement que cette forme d'organisation collective, là, par opposition à celle du syndicat, ressemble plus à comment ils et elles vivaient dans le temps. Il explique que si on ne s'aidait pas nous autres, on n'aurait rien. Donc, c'est un modèle qui favorise la collaboration plutôt que la confrontation. Et cette affirmation-là du travailleur rappelle aussi l'affinité entre les membres de la coopérative, l'importance des objectifs de création d'emplois qui sont poursuivis par les entreprises, et elle renvoie aussi à la précarité socio-économique dans laquelle se trouvent les Autochtones au Québec, qui augmente aussi pour eux et elles le risque économique qui est vécu, qui va aussi influencer leur rapport éventuellement à leurs conditions de travail. Donc, finalement, ce qui ressort de mon cas d'expérimentation, de ce cas d'expérimentation-là, c'est que la relation entre les salariés et les entreprises est un vecteur d'amélioration du travail du point de vue des salariés Anishinabek. Et voilà, donc je dois conclure, mais j'avais des questions à soulever auxquelles on pourra revenir.